Le lendemain du jour où Mike Hanlon passa ses coups de fil, Henry Bowers commença à entendre des voix. Elles lui parlèrent toute la journée. À un moment donné, Henry crut comprendre qu'elles venaient de la lune. À la fin de l'après-midi, lorsqu'il leva les yeux vers le ciel bleu clair depuis l'endroit où il binait la terre, il la vit, petite et pâle, une lune fantôme. C'est pour cela qu'il crut qu'elle lui parlait. Seule une lune fantôme pouvait parler avec des voix de fantômes. Les voix de ses vieux copains et les voix de ses petits morveux, qui, il y avait bien longtemps, jouaient dans les friches. Plus une autre voix qu'il n'osait pas nommer. Victor Chris fut le premier qui parla de la lune. « Ils reviennent, Henry, ils reviennent tous, mec, ils reviennent à Derry. » C'est ensuite Huggins le roteur qui parla de la lune, peut-être depuis sa face cachée. « Tu es le seul qui reste, Henry, le seul d'entre nous. Faut que tu te les fasses pour moi et pour Vic. Ce ne sont pas des morveux comme ça qui vont nous marcher sur les pieds, hein? Hé, un jour j'ai frappé une balle chez les frères Tucker et Tony a dit qu'elle serait sortie du Yankee Stadium. » Il continua de biner, les yeux levés vers la lune fantôme dans le ciel, et au bout d'un moment, Fogarty arriva et lui flanqua un coup sur la nuque qui l'envoya la tête dans la terre. « Hé, t'es en train d'arracher les pois en même temps que les mauvaises herbes, taré !» Henry se releva, essuya la terre de son visage et secoua celle de ses cheveux. Fogarty se tenait devant lui, un grand costaud en veste et pantalon blanc, le tissu tendu par sa bedaine. Il était interdit aux gardiens, qu'ici, à Juniper Hill, on appelait conseillers, de porter des matraques. C'est pourquoi quelques-uns, les pires étaient Fogarty, Adler et Kuntz, se baladaient avec de gros rouleaux de pièces de 25 cents dans la poche. Ils frappaient presque toujours au même endroit, à la nuque. Aucun règlement n'interdisait les rouleaux de pièces. On ne les classait pas parmi les armes mortelles à Juniper Hill, institution pour les dérangés d'esprit, sise dans la banlieue d'Augusta, près de Sydney. « Je m'excuse, monsieur Fogarty, » dit Henry en grimaçant un sourire qui exhiba une rangée de dents jaunes et irrégulières. On aurait dit les derniers piquets d'une barrière de maison hantée. Henry avait commencé à perdre ses dents à l'âge de 14 ans environ. « Ouais, tu peux t'excuser, » répondit Fogarty. « Et que je t'y reprenne pas, Henry. »« Oui, chef. Oui, monsieur Fogarty. » L'homme s'éloigna, laissant de grandes empreintes brunes dans la terre du jardin. Henry profita de ce qu'il avait le dos tourné pour regarder subrepticement autour de lui. On les avait expédiés au jardin pour biner dès que les nuages s'étaient levés, tous ceux du pavillon bleu. On était au pavillon bleu quand on s'était montré particulièrement dangereux et qu'on l'était un peu moins. L'installation était conçue pour les fous criminels. Henry s'y trouvait après avoir été reconnu coupable du meurtre de son père en 1958 à la fin de l'automne. Une année fameuse pour les procès criminels, 1958, un cru exceptionnel. Sauf qu'on ne le soupçonnait pas d'avoir tué seulement son père. Auquel cas, il n'aurait pas passé 20 ans à l'hôpital psychiatrique de l'État, à Augusta, la plupart du temps dans une camisole de force ou une camisole chimique. Non, pas seulement son père. Les autorités étaient convaincues qu'il les avait tous tués, ou du moins qu'il était l'auteur de la majorité des crimes commis cet été-là. À la suite du verdict, le Derry News avait publié un éditorial intitulé « La fin de la longue nuit ». On y récapitulait les faits saillants de l'affaire. La ceinture de Patrick Hochstetter, l'un des disparus, retrouvé dans le bureau de Henry. La pile des livres scolaires, certains appartenant à Huggins et d'autres à Victor Chris, l'un et l'autre également disparus et meilleurs amis connus du fils Bowers, découverte dans sa penderie. Et plus accablant encore, la petite culotte formellement identifiée par une marque de laverie comme ayant appartenu à feu Veronica Grogan et qui était dissimulée dans le matelas du garçon, fendu à cet effet. Henry Bowers, concluait le journal, était bien le monstre qui avait hanté Derry au cours du printemps et de l'été 1958. Mais le Derry News avait eu beau proclamer la fin de la longue nuit en première page, le 6 décembre 1958, même un demeuré comme Henry savait qu'à Derry, la nuit ne s'achevait jamais. On l'avait matraqué de questions, mis dans un cercle de doigts accusateurs. Par 2 fois, le chef de la police l'avait giflé et un enquêteur du nom de Lotman l'avait frappé au ventre, lui intimant de se mettre à table et en vitesse. « Il y a des gens là-dehors qui ne sont pas très contents, » lui avait déclaré ce Lotman. « Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de lynchage à Derry, ce qui ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas y en avoir un. » Il l'aurait harcelé aussi longtemps que nécessaire, non parce qu'il redoutait de voir les braves gens de Derry envahir le poste de police pour s'emparer de Henry et le pendre à la première branche venue, mais parce qu'il ressentait un besoin désespéré de refermer le livre d'horreur et de sang ouvert au début de l'été. Oui, il ne l'aurait pas lâché, et Henry le savait. Il voulait le voir tout avouer, comprit-il au bout d'un moment. Henry s'en fichait. Après ce qu'il avait vécu dans les égouts, après ce qui était arrivé à Huggins et à Victor, il paraissait se ficher de tout.
Oui, admit-il, c'est vrai, j'ai tué mon père, c'est exact. Ou j'ai tué Victor Chris et Huggins le Rotter. C'était vrai, au sens où il les avait conduits dans les boyaux où ils avaient été massacrés. Ou j'ai tué Patrick, oui, Véronica aussi. Oui, celui-ci, oui, tous. Ça, c'était faux, mais ça n'avait pas d'importance. Il fallait bien que quelqu'un porte la responsabilité de ces crimes. C'est peut-être pour cela qu'il avait été épargné, alors que s'il avait refusé... Pour la ceinture de Patrick, il comprenait. Il l'avait gagnée à la suite d'un pari avec lui en avril. S'était aperçu qu'elle ne lui allait pas et il l'avait jetée dans son bureau. Pour les livres aussi, il comprenait. Ils étaient toujours fourrés ensemble tous les trois, et ils se foutaient autant de leurs livres de classe d'été que des autres, c'est-à-dire complètement. Leur placard devait certainement contenir des livres à lui, et les flics ne l'ignoraient probablement pas. Mais la petite culotte, non, il n'avait aucune idée de la façon dont elle s'était retrouvée dans son matelas. Il pensait cependant savoir qui ou quoi s'en était occupé. Mais autant ne rien dire de ce genre de choses, valait mieux jouer les idiots. C'est ainsi qu'on l'avait envoyé à Augusta, et qu'en 1979, on l'avait transféré à Juniper Hill. Henry n'y avait eu des ennuis qu'en une seule occasion, et encore, parce que personne n'avait compris. Un type avait essayé d'éteindre sa veilleuse nocturne. Elle représentait Donald Duck en train de soulever sa coiffure de marin. Sans lumière, des choses pouvaient entrer. Barbelés et serrures ne les arrêtaient pas. Elles pénétraient comme une brume, ces choses. Elles parlaient, elles riaient, et parfois elles vous agrippaient. Des choses poilues ou lisses, avec des yeux. Ces choses mêmes qui avaient tué Vic et le Rotter lorsqu'ils avaient pourchassé les mômes, tous les trois dans les boyaux en dessous de Derry en août 58. Autour de lui se tenaient les autres occupants du pavillon bleu. George Deville, qui avait massacré sa femme et ses 4 enfants une nuit d'hiver en 62. Tête servilement baissée, ses cheveux blancs agités par la brise, il binait, faisant danser et osciller son gros crucifix de bois. De la morve lui coulait du nez. Jimmy Donlin, dont les journaux avaient simplement rapporté qu'il avait tué sa mère à Portland en 65, omettant d'ajouter qu'il avait expérimenté une méthode nouvelle pour se débarrasser du corps. Il en avait dévoré plus de la moitié, dans la cervelle, au moment de son arrestation. Ça m'a rendu 2 fois plus intelligent, avait-il confié un jour à Bowers, après l'extinction des feux, moins la veilleuse. Derrière Jimmy, binant avec frénésie et chantonnant toujours la même mélodie, se trouvait Benny Beaulieu, un petit Français pyromane. Venait ensuite Franklin Cruz, auteur de plus de 50 viols. Ses victimes avaient entre 3 et 80 ans. Pas très regardant, ce Cruz. Puis Arlen Weston, pour qui la houe était un objet de contemplation bien plus qu'un outil de travail. Le trio des conseillers avait employé sur lui le rouleau de pièces pour le convaincre de se bouger un peu. Mais un jour, Kunz avait dû le frapper un peu fort, car il avait saigné non seulement du nez mais des oreilles et avait été pris de convulsions le soir même. Oh, pas très longtemps. Mais depuis, Arlen n'avait fait que dériver un peu plus avant dans ses ténèbres intérieures, et c'était maintenant un cas désespéré, presque totalement déconnecté du monde réel. Et enfin, il y avait... « Alors, Henry, tu t'y mets ou tu veux un autre coup de main » aboya Fogarty. Bauer se mit à biner précipitamment. Il ne voulait pas avoir de convulsions et finir comme Arlen. Bientôt, les voix recommencèrent. Mais c'était cette fois les voix des autres, celles des gosses qui l'avaient entraîné là-dedans et qui murmuraient depuis la lune fantôme. « T'étais même pas capable d'attraper un gros plein de soupe, Bowers, lui susurra l'une d'elles. Maintenant je suis riche, et toi tu bines les pois. 2 ha-ha pour toi, Trouduc. T'étais même pas capable d'attraper un rhume, Bowers. As-tu lu quelque chose de bien depuis que tu étais là-dedans? J'ai écrit des tas de bouquins, et je suis riche. Et toi, t'es à Juniper Hill. 2 ah pour toi, espèce de stupide Trouduc. La ferme, murmura Bowers à l'intention des voix fantômes, binant plus vite et arrachant de nouveau des jeunes pousses de pois en même temps que les mauvaises herbes. De la sueur roulait sur ses joues comme des larmes. On aurait pu vous avoir, on aurait pu. On a réussi à te faire enfermer, Trouduc, ricana une autre voix. Tu m'as couru aux trousses et t'as pas été foutu de me rattraper moi non plus, et maintenant je suis riche. T'as toujours tes pompes en peau de banane, mec? La ferme, grogna Henry à voix contenue. Allez-vous la fermer à la fin? En voulais-tu à ma petite culotte? Vint le taquiner une 4e voix. C'est trop bête. J'ai laissé tous les autres me baiser. J'étais une vraie pute. Mais maintenant, moi aussi je suis riche, et nous sommes de nouveau tous réunis. On n'arrête pas de le faire ensemble. Mais toi tu ne pourras pas, même si j'étais d'accord, parce que tu ne pourrais pas bander. Alors 2 ha-ha pour toi, Henry. Ha-ha pour toi. Il se mit à biner frénétiquement, faisant voler la terre, les plants de pois, les mauvaises herbes.
Les voix fantômes de la lune fantôme parlaient maintenant très fort, résonnant dans sa tête, tandis que Fogarty courait vers lui en poussant des beuglements. Mais Henry ne l'entendait pas, à cause des voix. « Même pas fichu de choper un négro comme moi, hein? On vous a tous écrasés, les mecs. Dans cette bataille de cailloux, on vous a salement écrasés, bande d'enfoirés. Ha ha pour vous !» Encore une autre voix moqueuse qui lui carillonnait dans la tête. Puis toutes se mirent à jacasser ensemble, riant de lui, le traitant de tout, lui demandant s'il avait aimé les électrochocs au pavillon rouge au début de son séjour, s'il se plaisait à Juniper Hill, le houspillant, riant, le houspillant, riant. Henry laissa tomber sa houe et se mit à crier vers la lune fantôme dans le ciel bleu, des hurlements de fureur tout d'abord, et c'est alors que la lune elle-même changea pour se transformer en visage de clown, un visage comme du fromage blanc raviné et pourri, les yeux réduits à 2 trous noirs, son sourire rouge sanguignolant transformé en un ricanement si ingénument obscène qu'il en était insupportable. Henry cria alors non plus de fureur mais d'épouvante, une épouvante mortelle car le clown se mit à parler depuis la lune fantôme, et voici ce qu'il disait. « Il faut que tu y retournes, Henry. Il faut que tu y retournes et que tu finisses ton travail. Il faut que tu retournes à Derry et que tu les tues tous, pour moi. » C'est alors que Fogarty, qui se tenait à côté de Henry depuis près de 2 minutes, aboyant des ordres, tandis que les autres détenus s'étaient immobilisés dans leur rangée, le manche de la houe à la main comme autant de phallus comiques, l'expression non pas exactement intéressée, mais oui presque songeuse, comme s'ils comprenaient que ce n'était qu'une partie du mystère qui les avait fait se retrouver tous ici, que la trouille bleue qui venait de saisir brutalement Bowers dans le jardin avait un intérêt plus que technique. C'est alors que Fogarty, donc, en eut assez de hurler inutilement et porta à Henry un coup à assommer un bœuf. Henry Bowers dégringola comme une tonne de briques, la voix du clown le poursuivant dans ce tourbillon d'obscurité, dans ce trou d'épouvante, répétant son refrain inlassable « Tous les tuer, Henry! Tous les tuer! Henry! Tous les tuer !» Henry Bowers était étendu, réveillé. La lune s'était couchée et il en ressentait un immense sentiment de gratitude. Elle était moins fantomatique la nuit, plus réelle, et s'il avait dû revoir cette abominable tête de clown dans le ciel, voguant sur les collines, les champs et les bois, il se disait qu'il en serait mort d'épouvante. Il était étendu sur le côté, sans quitter des yeux sa veilleuse. Donald Duck avait fini par claquer. Il avait été remplacé par un Mickey Mouse, lequel avait été remplacé par Oscar de Sesame Street, lequel avait cédé la place l'année précédente à Fozzie Bear. Henry mesurait son temps d'internement en termes de veilleuse claquée. À exactement 2h04 le matin du 30 mai, sa veilleuse s'éteignit. Un petit gémissement lui échappa, rien de plus. Cette nuit-là, Kunz était de garde à la porte du pavillon bleu. Kunz, le pire du lot, pire même que Fogarty, celui qui avait frappé tellement fort l'après-midi même qu'il avait du mal à tourner la tête. Autour de lui dormaient les autres détenus du pavillon. Benny Beaulieu dans une camisole élastique. On l'avait malencontreusement autorisé à assister à une rediffusion de La Tour Infernale dans la salle de télé après la séance de binage, et vers 6h, il avait commencé à s'agiter et à s'égosiller sans la moindre interruption. On l'avait bourré de tranquillisants, ce qui l'avait calmé pendant 4 heures, après quoi il avait recommencé. Retranquillisant et camisole de force. Maintenant il dormait, son petit visage aussi grave dans la pénombre que celui d'Aristote. Des lits environnants provenaient des ronflements, légers ou bruyants, des grognements, et de temps en temps des paix. Il entendait respirer Jimmy Donlin, même à 5 lits de là, on ne s'y trompait pas. Rapide, légèrement sifflante, sa respiration évoquait pour Bowers une machine à coudre. D'au-delà de la porte lui parvenait le son affaibli de la télé de Kunz, qui regardait le dernier bulletin d'information sur Canal 38, en buvant de la bière pour accompagner ses sandwichs. Il aimait en particulier ceux au beurre de cacahuète, une couche épaisse, et aux oignons. En apprenant cela, Henry s'était dit que tous les fous n'étaient pas enfermés. Cette fois-ci, la voix n'arriva pas de la lune, mais d'en dessous du lit. Il la reconnut immédiatement, c'était celle de Victor Chris, qui avait eu la tête arrachée quelque part sous Derry 27 ans auparavant. Arrachée par le monstre à la Frankenstein. Henry avait assisté à la scène, après quoi les yeux du monstre étaient venus poser leur regard jaune et aqueux sur lui. Oui, le monstre à la Frankenstein avait tué Vic, puis le roteur. Mais Vic était de nouveau ici, comme une rediffusion fantomatique en noir et blanc des foutues années 50, quand le président était chauve et les Buick agrémentés d'espèces de sabords. Et maintenant que c'était arrivé, que les voix étaient revenues, Henry se rendit compte qu'il était calme et n'avait plus peur. Qu'il était même soulagé. « Henry !» dit Victor. « Vic !» s'exclama Henry. « Mais qu'est-ce que tu fous là-dessous ?»
Benny Beaulieu ronfla et grommela dans son sommeil. Le bruit nasal et net de machine à coudre de Jimmy s'interrompit quelques instants. De l'autre côté de la porte, le volume du son de la télé baissa et Henry imagina à Kunz, une main sur le bouton du Sony portatif, l'autre s'approchant du cylindre de pièces, l'oreille aux aguets. « Tu n'as pas besoin de parler à voix haute, Henry, dit Vic. Je peux t'entendre simplement si tu penses. Et eux ne peuvent pas du tout m'entendre. »« Qu'est-ce que tu veux, Vic ?» demanda Henry. La réponse tarda à venir. Henry pensa que Vic était peut-être parti. Derrière la porte, le volume du son de la télé remonta. Il y eut un bruit de frottement venant d'en dessous du lit. Les ressorts grincèrent légèrement et une ombre noire en sortit. Vic leva la tête vers lui et sourit. Henry lui rendit son sourire, mal à l'aise. Ces jours-ci, Vic ressemblait lui-même un peu au monstre de Frankenstein. Une cicatrice comme en ont les pendus lui entourait le cou. Henry se dit qu'on lui avait sans doute recousu la tête. Ses yeux avaient une couleur gris-vert étrange et leurs cornets paraissaient flotter sur une substance visqueuse et aqueuse. Vic avait toujours 12 ans. « Je veux la même chose que toi, dit Vic, leur rendre la monnaie de leurs pièces. »« Leur rendre la monnaie de leurs pièces ?» répéta rêveusement Henry. « Mais il faut sortir d'ici pour ça, reprit Vic. Il faut que tu retournes à Derry. J'ai besoin de toi, Henry. Nous avons tous besoin de toi. » « Mais ils ne peuvent pas te faire de mal, fit Henry, comprenant qu'il ne parlait pas seulement à Vic. « Ils ne peuvent pas me faire de mal s'ils n'y croient qu'à moitié. Mais il y a eu quelques signes inquiétants, Henry. On ne les aurait jamais cru capables de nous battre alors. Et pourtant, le gros plein de soupe t'a échappé dans les friches. Le gros, la grande gueule et la pute nous ont échappé une autre fois à la sortie du ciné. Et la bataille à coups de cailloux quand ils ont sauvé le négro. »« Oh, parle pas de ça !» cria Henry à Vic. Et pendant un instant, il eut dans son intonation toute la dureté péremptoire qui avait fait de lui leur chef. Puis il s'aplatit dans la crainte que Vic ne lui fît mal. Il devait pouvoir faire ce qu'il voulait, puisqu'il était un fantôme, mais l'apparition se contenta de sourire. « Je peux m'en occuper s'il croit seulement à moitié, dit-il. Mais tu es vivant, toi. Qu'ils croient complètement à moitié ou pas du tout, tu peux les avoir, un par un ou tous ensemble, leur rendre la monnaie de leurs pièces. »« Leur rendre la monnaie de la pièce ?» répéta Henry. Puis il regarda de nouveau Vic d'un air dubitatif. « Mais je ne peux pas sortir d'ici, Vic. Il y a des barreaux aux fenêtres, et Kunz est de garde cette nuit. Kunz, c'est le pire. Et la nuit prochaine, peut-être ?»« Oh, ne t'en fais pas pour Kunz, dit Vic en se mettant debout. Henry s'aperçut qu'il portait toujours le jean qu'il avait ce jour-là, tout éclaboussé de la merde des égouts. « Kunz, j'en fais mon affaire. » Vic tendit la main. Au bout de quelques instants, Henry la saisit. Tous deux s'avancèrent vers la porte. Ils y étaient presque lorsque Ginny Donlin, l'homme qui avait dévoré la cervelle de sa mère, s'éveilla. Ses yeux s'agrandirent lorsqu'il vit le visiteur nocturne de Henry. C'était sa mère. Sa combinaison dépassait un peu, comme elle l'avait toujours fait. Il lui manquait le sommet du crâne. Ses yeux horriblement rouges se tournèrent vers lui, et quand elle sourit, Jimmy vit les traces de rouge à lèvres qui avaient taché ses dents jaunes, comme toujours. Jimmy se mit à hurler. « Non, man! Non, man! Non !» La télé s'arrêta brusquement et la porte s'ouvrit en claquant avant que les autres aient eu le temps de bouger. « D'accord, Trouduc, fit Kunz. Prépare-toi à rattraper ta tête au rebond, j'en ai ma claque. »« Non, man, je t'en supplie! Non, man !» Kunz fonça. Il vit tout d'abord Bowers, grand, bedonnant et assez ridicule avec ses caleçons longs, ses chairs molles comme de la pâte à baigner dans la lumière qui arrivait du corridor. Puis il regarda plus à gauche et s'époumonna en silence sur un cri en verre filé. À côté de Bowers se tenait une créature en costume de clown. Elle faisait bien 2,50 m de haut. De gros pompons orange couraient sur sa tenue argentée et il portait aux pieds des chaussures ridicules beaucoup trop grandes. Mais sa tête n'était pas celle d'un homme ou d'un clown, c'était celle d'un Doberman, le seul animal de la terre capable de faire peur à John Kunz. Ses yeux étaient rouges et ses babines retroussées, laissant apparaître d'énormes crocs blancs. Le rouleau de pièces tomba des doigts sans force de Kunz, qui avala de l'air pour essayer de crier de nouveau, tandis que le clown se déplaçait pesamment vers lui. « C'est l'heure de la parade !» lança le clown d'une voix grondante, tandis que sa main gantée de blanc s'abattait sur l'épaule du conseiller. Si ce n'est qu'à l'intérieur du gant, la main donnait l'impression d'une patte. Tom Rogan avait appelé Kay McCall vers midi, c'est-à-dire à quelques heures après que Beverly eut pris le bus en toute sécurité. Il voulait savoir, dit-il, si Kay avait vu Beverly. Il paraissait calme, raisonnable, nullement bouleversé. Kay lui répondit que cela faisait 2 semaines qu'elle ne l'avait pas vu. Tom la remercia et raccrocha. Vers 1h, on sonna à la porte, pendant qu'elle écrivait à son bureau. « Qui est là » demanda-t-elle avant d'ouvrir. « La fleuriste, madame » fit une voix aiguë. «
Mon Dieu, qu'elle avait été bête de ne pas se rendre compte qu'il s'agissait de Tom, ayant pris une mauvaise foi de Fosset, qu'elle avait été bête de croire que Tom pût abandonner aussi facilement, qu'elle avait été bête d'ôter la chaîne avant d'ouvrir. Il était entré, et elle n'avait pas pu dire autre chose que « Fiche le Candy !» avant que le poing de Tom ne surgisse de nulle part, la atteignant violemment à l'œil droit. L'œil se ferma, et un éclair de douleur abominable lui traversa la tête. Elle était partie à reculons dans l'entrée, essayant de se raccrocher aux objets pour ne pas tomber. Un vase délicat avait explosé sur le carrelage et un porte-manteau s'était renversé. Elle se remettait sur ses pieds au moment où Tom fermait la porte derrière lui. « Fous le camp d'ici !» lui avait-elle crié. « Dès que tu m'auras dit où elle se trouve !» répondit Tom en se dirigeant vers elle. Elle se rendit vaguement compte qu'il n'avait pas l'air très bien, qu'il avait l'air salement amoché aurait été une estimation plus juste, et elle eut le temps d'éprouver une fugitive mais féroce satisfaction. Beverly l'avait manifestement remboursé avec intérêt de ce qu'il avait bien pu lui faire, de quoi le mettre hors de combat pendant une journée, et il paraissait encore sérieusement mal en point. Mais il paraissait également fou de rage et animé des pires intentions. Kay battit en retraite sans le quitter des yeux, comme on regarde une bête féroce échappée d'une cage. « Je t'ai dit que je ne l'avais pas vue, et c'est la vérité, dit-elle. Et maintenant fiche le camp, avant que j'appelle la police. »« Mais tu l'as vue, répondit Tom. Ses lèvres tuméfiées esquissaient un sourire. Elle vit que ses dents n'étaient plus rangées comme d'habitude. Celles de devant étaient en partie cassées. « Je te téléphone, reprit-il, pour dire que je ne sais pas où elle est. Et tu réponds que tu ne l'as pas vue depuis 15 jours. Pas une seule question, même pas une réflexion sarcastique, alors que je sais très bien que tu me hais. Où est-elle, l'espèce de sale connasse ? Dis-le-moi. » Kay fit alors brusquement demi-tour et courut jusqu'à l'autre bout du couloir, avec l'idée d'entrer dans le salon, de repousser la porte coulissante sur ses rails et de mettre le verrou. Elle y arriva avant lui, il boitait, mais il avait engagé une partie de son corps dans l'entrée avant qu'elle n'ait pu fermer le battant. D'une poussée convulsive, il se dégagea. Elle se tourna pour courir de nouveau, mais il l'attrapa par sa robe et tira si violemment qu'il la déchira de la nuque jusqu'à la taille. « C'est ta femme qui a conçu cette robe, pensa-t-elle absurdement, tandis qu'il la faisait tourner. « Où est-elle » hurla-t-il. Kay leva la main pour parer une claque monumentale qui renvoya sa tête en arrière et fit saigner de nouveau la coupure qu'elle avait à la joue gauche. Il la saisit par les cheveux et son poing vint s'abattre sur sa figure. Elle eut l'impression pendant un instant que son nez venait d'exploser. Elle hurla, avala une goulée d'air pour crier encore et commença à cracher son propre sang, prise d'une quinte de toux. Elle était complètement terrorisée maintenant. Jamais elle n'aurait cru que l'on pouvait éprouver un tel sentiment d'épouvante. Cette espèce de salopard allait la tuer. Elle hurla, et son poing s'abattit sur son ventre, lui coupant le souffle et réduisant sa respiration à un faible hoquet. Elle toussait et respirait à petits coups en même temps, et elle fut convaincue, pendant quelques secondes terrifiantes, qu'elle allait étouffer. « Où est-elle » Kay secoua la tête. « Je ne l'ai pas vue. »« Police, tira en tôle, trou du cul » gargouilla-t-elle. Il la remit brutalement sur ses pieds, et elle sentit quelque chose se rompre dans son épaule. La douleur fut tellement forte qu'elle eut envie de vomir. Il la fit tournoyer, la maintenant par un bras, et le lui tordit dans le dos. Elle se mordit la lèvre inférieure, se promettant de ne plus crier. « Où est-elle » Kay secoua la tête silencieusement. Il tordit un peu plus son bras, avec un tel effort qu'elle l'entendit grogner. Des bouffées de son haleine chaude chatouillaient son oreille. Elle sentit son propre poing venir heurter son omoplate et cria de nouveau. Dans son épaule, ça se cassait un peu plus. « Où est-elle ?»« Je sais pas. »« Comment ?»« Je ne sais pas. » Il la lâcha d'une bourrade. Elle s'effondra sur le sol en sanglots, un mélange de morve et de sang coulant de son nez. Elle entendit alors un craquement, un son presque musical, et quand elle releva la tête, Tom se penchait sur elle. Il avait brisé un autre vase, un cristal de Waterford cette fois. Il le tenait par la base. Les éclats ébréchés de ce qu'il en restait étaient à quelques centimètres de son visage. Elle les regardait hypnotisée. « Laisse-moi t'expliquer quelque chose, fit-il, les mots lui arrivant par petites bouffées haletantes d'air chaud. Tu vas me dire où elle est allée, sinon tu vas ramasser les morceaux de ta gueule à la petite cuillère. Tu as 3 secondes pour ça, peut-être moins. On dirait que le temps passe beaucoup plus vite quand je suis en pétard. » Ma figure, pensa-t-elle, et c'est finalement cette idée qui la fit flancher, ou plutôt s'effondrer, l'image de ce monstre entaillant son visage avec les éclats pointus du Waterford. Elle est retournée chez elle, sanglota Kay, dans sa ville natale. Derry, un patelin dans le Maine. Et comment est-elle partie ? Elle a pris un car jusqu'à Milwaukee.
Elle devait prendre un avion après. Sale petite connasse, gronda Tom en se relevant. Il se mit à décrire des cercles, marchant sans but. Ses cheveux, devant lesquels il passait machinalement les mains, se dressaient en mèches hirsutes. Cette conne, cette pétasse, cette espèce de salope! Il s'empara d'une délicate sculpture en bois, un homme et une femme faisant l'amour, un objet qu'elle possédait depuis des années, et la projeta dans la cheminée où elle vola en morceaux. Il se retrouva à un moment donné face à son image dans le miroir au-dessus du foyer, et resta là, les yeux écarquillés, comme s'il voyait un fantôme. Puis il prit quelque chose dans la poche de sa veste, qui se révéla être, à la grande stupéfaction de Kay, un roman en livre de poche. La couverture était presque complètement noire, en dehors du titre en lettres rouges et d'une image qui représentait un groupe de personnes debout sur un promontoire dominant une rivière. Les rapides des ténèbres. « Qui c'est, cet enculé ?» lui demanda-t-il. « Hein ? Quoi ? Ce Denbrough, ce Bill Denbrough !» répondit-il en secouant avec impatience le livre sous son nez, puis il la frappa soudain avec. Une flambée de douleur envahit sa joue avant de se réduire à une simple brûlure, comme un feu qui couve. « Qui est ce type ?» Elle commença à comprendre. Ils étaient amis quand ils étaient enfants, à Derry. Il la gifla de nouveau avec le livre, cette fois sur l'autre joue. « Je t'en supplie, pleurnicha-t-elle. Tom, je t'en supplie, arrête !» Il saisit une chaise de style colonial américain, de celles qui ont des pieds délicats en bois, la retourna et s'assit dessus à califourchon, coude sur le dossier. Sa tête bouffie de guignol la surplombait. « Écoute-moi bien, dit-il. Écoute bien, tonton Tommy. Tu dois pouvoir faire ça, espèce de brûleuse de soutien-gorge, non ?» Elle acquiesça. Chaud et cuivré, le goût du sang lui emplissait la gorge. Elle avait l'épaule en feu, elle priait pour qu'elle soit luxée et non pas cassée. Mais ce n'était pas le pire. Mon visage, il était sur le point de me défigurer. Si tu appelles la police et leur racontes que j'étais ici, je le nierai. Tu ne peux rien prouver, rien du tout. C'est le jour de congé de la bonne, et nous sommes tout seuls. Bien entendu, ils pourraient tout de même m'arrêter. C'est toujours possible, hein ? Elle acquiesça de nouveau, machinalement, comme si des ficelles faisaient bouger sa tête. Si ça arrive, je paye ma caution et je reviens tout droit ici. On retrouvera tes nichons sur la table de la cuisine et tes yeux dans le bocal à poisson. Suis-je assez clair ? On a bien compris, tonton Tommy ? Kay éclata de nouveau en sanglots. Les ficelles attachées à sa tête fonctionnaient toujours et l'affligeaient d'un hochement permanent. « Pourquoi ?»« Quoi ?» demanda-t-elle. « Réveille-toi, bon sang. Pourquoi est-elle retournée là-bas ?»« Mais je n'en sais rien, fit Kay, hurlant presque. Il agita le morceau de vase brisé devant elle. « Je n'en sais rien, reprit-elle à voix plus basse. C'est vrai, elle n'a rien voulu me dire. Je t'en supplie, ne me fais pas mal. » Il jeta le vase dans une corbeille à papier et se leva. Il partit sans se retourner, tête basse, d'une pesante démarche de plantigrade. Elle se précipita derrière lui pour fermer à clé, puis elle fonça dans la cuisine pour en verrouiller aussi la porte. Après quoi elle se traîna jusqu'au premier, aussi vite que son ventre douloureux le lui permit, et alla fermer à clé les portes-fenêtres qui donnaient sur la véranda. On ne pouvait exclure la possibilité qu'il grimpe le long d'un pilier. Il était blessé, mais il était aussi cinglé. Elle se rendit alors auprès du téléphone, mais à peine avait-elle posé la main dessus qu'elle se souvint de ce qu'il avait dit. « Je paye ma caution, les seins sur ta table de cuisine, les yeux dans le bocal à poisson. » Elle lâcha le téléphone. Elle se rendit dans la salle de bain et contempla son nez en patate qui dégoulinait et son œil au beurre noir. Elle ne pleurait plus. La honte et l'horreur qu'elle ressentait allaient au-delà des larmes. « Oh, Bev, j'ai fait ce que j'ai pu, ma chérie, mais ma figure, il a dit qu'il voulait me couper la figure, pensa-t-elle. Elle avait du Darvon et du Valium dans l'armoire à pharmacie. Elle hésita et en avala finalement un de chaque. Puis elle se rendit à Assistance Femmes Battues pour se faire soigner. Elle connaissait le docteur Geffen, qui sur le moment lui parut le seul représentant du sexe masculin qu'elle regretterait au cas où tous les hommes disparaîtraient de la surface de la planète. Puis elle revint chez elle en clopinant. Par la fenêtre de la chambre, elle vit que le soleil était bas sur l'horizon. Le crépuscule devait s'achever sur la côte est, où il était sans doute à peu près 7 heures. Pour les flics, on verra plus tard. L'important, pour l'instant, c'est d'avertir Beverly. Les choses seraient bougrement plus faciles si tu m'avais dit où tu descendais, Beverly chérie. Mais je suppose que tu ne le savais pas toi-même. Elle avait arrêté de fumer 2 ans auparavant. Néanmoins, elle avait conservé un paquet de Pall-Mall pour le cas d'urgence dans le tiroir de son bureau. Elle prit une cigarette, l'alluma, fit la grimace. Elle était encore plus moisie que le projet sur l'égalité des droits dans les tiroirs du Sénat de l'Illinois. Elle ne l'en fuma pas moins, une paupière à demi fermée par la fumée, l'autre à demi fermée, point, délicatesse de Tom Rogan. De la main gauche,
Ce salopard lui avait disloqué le bras droit. Elle composa maladroitement le numéro de l'assistance à l'annuaire du Maine et demanda le nom et le numéro de téléphone de tous les hôtels et motels de Derry. « Ça risque de prendre un certain temps, madame, répondit l'opératrice. « Oh, plus encore que vous ne pensez, petite sœur, car je vais écrire de la main gauche, la droite étant en congé maladie. »« Mais madame, il n'est pas dans nos attributions de... » « Écoutez un instant, la coupa Kay, mais sans se fâcher. Je vous appelle de Chicago, et j'essaye de joindre l'une de mes amies qui vient juste de quitter son mari et est retournée à Derry où elle a passé son enfance. Son mari a obtenu cette information de moi en me battant comme plâtre. Cet individu est un psychopathe. Il faut absolument qu'elle sache qu'il est à ses trousses. » Il y eut un long silence, puis l'opératrice, d'un ton nettement plus humain, répondit. « J'ai l'impression que c'est du numéro de la police dont vous avez le plus besoin. »« Oui, c'est juste, je vais aussi le prendre, mais il faut qu'elle soit prévenue. Et... » Elle pensa aux joues entaillées de Tom, à ses bosses, au front et à la tempe, à ses lèvres affreusement enflées et à sa claudication. « Si elle sait qu'il vient, ça suffira. » Il y eut encore un silence. « Vous êtes toujours en ligne, petite sœur ?»« Oui, Arlington Motor Lodge, répondit l'opératrice. 643 81 46. Et puis Bassey Park Inn, au 648 40 83. Bunyan Motor Court. Oh, un peu moins vite, s'il vous plaît, demanda-t-elle, griffonnant furieusement. Du regard, elle chercha un cendrier, n'en vit pas, et écrasa le mégot sur le buvard du sous-main. « Ok, continuez. Clarendon Inn ?» La chance lui sourit partiellement à son 5e appel. Beverly était descendue au Derry Town House, mais elle n'était pas à l'hôtel. Elle laissa son nom, son numéro et un message, que Beverly la rappelle, quelle que soit l'heure, dès son retour. L'employé répéta le message. Kay remonta dans sa chambre, prit un autre Valium et s'allongea, attendant la venue du sommeil. Mais il ne vint pas. « Je suis navrée, Bev, pensa-t-elle, les yeux perdus dans le noir, flottant sur le nuage de la drogue. Ce qu'il menaçait de faire à mon visage, j'ai pas pu le supporter. Appelle vite, Bev, je t'en prie, appelle vite, et fais gaffe au fils de pute que t'as épousé. » Le fils de pute que Bev avait épousé se débrouilla mieux que Beverly la veille, en matière de correspondance, car il partit d'Ohar, plaque tournante de l'aviation commerciale des États-Unis. Pendant le vol, il lut à plusieurs reprises la courte note biographique sur l'auteur au dos du livre avec lequel il avait giflé Kay. Natif de la Nouvelle-Angleterre, disait-elle, William Denbrough était l'auteur de 3 autres romans. Lui et son épouse, l'actrice Audra Phillips, vivaient en Californie. Et il avait un autre roman en cours. L'édition de poche datant de 1976, Tom supposa que ce type devait en avoir écrit d'autres depuis. Audra Phillips, il l'avait vue au cinéma, non? Il remarquait rarement les actrices. Il n'aimait que les films policiers et d'horreur ou les westerns. Mais si cette môme était celle à laquelle il pensait, elle avait attiré son attention à cause de sa grande ressemblance avec Beverly, de longs cheveux roux, des yeux verts et des nénés qui tenaient en place. Il se redressa un peu sur son siège en se tapotant la cuisse avec le livre de poche, essayant d'ignorer sa bouche et sa tête qui lui faisaient mal. Oui, il en était sûr. Audra Phillips était cette rouquine avec de beaux nénés. Il l'avait vue dans un film avec Clint Eastwood, puis 1 an plus tard dans un film d'horreur. Beverly était venue avec lui, et en sortant de la salle, il avait fait la remarque que l'actrice lui ressemblait. « Je ne trouve pas, » avait répondu Bev. « Je suis plus grande, mais elle est plus jolie. J'ai aussi les cheveux plus clairs. » C'était tout. Depuis, il n'y avait plus repensé. Tom avait un certain sens spontané de la psychologie. Il s'en était servi pour manipuler sa femme depuis qu'ils étaient mariés. Et maintenant, quelque chose de désagréable commençait à le titiller, plus une impression qu'une pensée. Ça partait du fait qu'enfant, Bev et ce Denbrough avaient joué ensemble, et que Denbrough avait plus tard épousé une femme qui, en dépit des dénégations de Beverly, ressemblait de manière époustouflante à Mrs. Tom Rogan. À quel jeu avaient donc joué Denbrough et Beverly quand ils étaient petits? À la marchande? Au Monopoly? Ou à autre chose? Une fois à Bangor, il eut beau faire tous les comptoirs de location de voitures, il n'en trouva pas une seule. Les hôtesses jetaient des coups d'œil inquiets à son visage ravagé à l'expression sinistre en lui répondant qu'elles étaient désolées. Tom alla acheter un journal de Bangor et l'ouvrit aux petites annonces, sans se soucier des regards que les gens lui jetaient. Il en repéra 3 et tomba dans le mille au second appel. « Vous dites dans votre annonce que vous avez un break LTD 76 pour 1400 billets. »« Oui, en effet. »« Écoutez, dit Tom en touchant inconsciemment son portefeuille, qui contenait 6 000 $ en liquide. Vous me l'amenez à l'aéroport et on traite l'affaire sur place. Vous me laissez la voiture avec un acte de vente et la carte grise. Je vous paierai en liquide. » Le type à la Ford LTD resta un instant silencieux, puis dit
Mais il va falloir que j'enlève mes plaques. Oui, bien sûr, dit Tom. Et comment vous reconnaîtrais-je, monsieur... Monsieur Barr? Tom avait les yeux sur le guichet des Barr Harbor Airlines. Je serai près de la dernière porte. Vous n'aurez pas de mal à me reconnaître, car j'ai pris hier une gamelle terrible en patin à roulettes. C'est surtout la figure qui a pris. Oh, je suis désolé, monsieur Barr, répondit l'homme. Oh, ça guérira. Vous m'amenez la voiture, mon vieux? Le vendeur de la LTD était un tout jeune homme. L'affaire conclue, il enleva ses plaques et Tom lui donna $3000 de mieux pour son tournevis. La voiture était une vraie casserole. La transmission grinçait, la carrosserie gémissait de partout et les freins étaient ramollis. Mais peu importait. Tom se rendit dans le parking longue durée et se gara à côté d'une Subaru couverte de poussière. Avec le tournevis du jeune homme, il en dévissa les plaques et les posa sur la LTD, tout en fredonnant. À 10 heures, il était déjà sur la route numéro 2, une carte routière ouverte à côté de lui. La radio de la LTD ne fonctionnait pas et il roulait donc en silence. C'était parfait. Il devait réfléchir à beaucoup de choses, à toutes les choses merveilleuses qu'il allait faire à Beverly lorsqu'il l'aurait retrouvée, par exemple. Il était sûr au fond de lui-même, tout à fait sûr que Beverly n'était pas loin, en train de fumer. Oh, ma petite, tu as commis une grave erreur le jour où tu as couché avec Tom Rogan. Et la question est la suivante. Que va-t-on faire de toi, au juste? La Ford avançait pesamment dans la nuit, plein phare. Le temps d'arriver à Newport, Tom savait. Il trouva un bar tabac encore ouvert sur l'artère principale, où il acheta une cartouche de Camel qu'il jeta sur le siège arrière avant de repartir. Puis il s'engagea sur la route numéro 7, lentement, pour ne pas manquer l'embranchement. Derry 15, lisait-on sur le panneau, celui qui précédait la route numéro 3. Il tourna et accéléra. Il eut un coup d'œil pour la cartouche de cigarette et sourit. Dans la lumière verte du tableau de bord, sa tête, avec ses bosses et ses échymoses, avait quelque chose d'étrange et de macabre. « Je t'ai amené des sèches, Bev, dit-il en lui-même, tandis que défilaient pins et sapins de part et d'autre de la route de Derry, sur laquelle il roulait à un peu plus de 100 à l'heure. Oh mon Dieu, oui, toute une cartouche. Et quand je te retrouverai, mon amour, je te les ferai bouffer une à une. Et si ce mec, ce Denbrou, a besoin de se faire tirer les oreilles, tu peux aussi compter sur moi, baby, je m'en occuperai. » Pour la première fois depuis que cette foutue salope l'avait traité en pecno et s'était tiré, Tom commença à se sentir mieux. Audra Denbrou eut la chance de trouver une place en première classe sur un vol de la British Airways qui faisait une escale technique à Bangor pour faire le plein avant de rejoindre sa destination finale, Los Angeles. La journée avait été un cauchemar délirant. Freddie Firestone, le producteur d'Attic Room, avait bien entendu réclamer la présence de Bill. Il y avait eu une embrouille avec la cascadeuse qui devait remplacer Audra pour une chute dans un escalier. Elle avait fait son quota de cascade pour la semaine et son syndicat voulait qu'elle soit payée double tarif ou qu'on prenne une autre cascadeuse. Il n'y en avait pas de la taille d'Audra. Un homme avec une perruque? Non, discrimination sexuelle. Dans le monde du cinéma, le mauvais caractère de Freddy était célèbre. Le représentant syndical était grand et gros, mais Freddy était très costaud. Le gros s'était fait virer avec perte et fracas. Revenu méditer dans son bureau, Freddy en était ressorti 20 minutes plus tard, en réclamant Bill à corps et à cri. Il avait décidé de lui faire réécrire toute la scène et de sucrer la chute dans l'escalier. C'est ainsi qu'Audra fut obligé de lui avouer que son écrivain d'époux n'était plus en Angleterre, ni même en Europe. « Quoi » beugla Freddy, qui resta quelques instants la bouche grande ouverte. « Je n'ai pas dû comprendre. »« On l'a rappelé aux États-Unis, tu as très bien entendu. » Le producteur parut sur le point de l'empoigner et la jeune femme eut un mouvement de recul. Freddy baissa les yeux sur ses mains, qu'il mit dans ses poches au bout d'un instant, puis il regarda de nouveau Audra. « Je suis désolée, Freddy, fit-elle d'une toute petite voix. Vraiment. » Elle se leva et alla se préparer une tasse de café à la machine du bureau. Ses mains tremblaient légèrement. En se rasseyant, elle entendit la voix amplifiée de Freddy sur les haut-parleurs du studio. Il renvoyait tout le monde pour la journée. Audra grimaça. 20 000 livres de foutus en l'air, au bas mot. Freddy coupa la communication sur l'intercom et se leva pour aller lui aussi se préparer une tasse de café. Puis il se rassit et tendit à Audra son paquet de cigarettes. La jeune femme secoua la tête. Freddy en prit une, l'alluma et se mit à la regarder, les yeux plissés à cause de la fumée. « C'est sérieux, alors ?»« Oui, fit Audra, s'efforçant de rester aussi maîtresse d'elle-même que possible. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et comme elle aimait sincèrement Freddy, comme elle lui faisait sincèrement confiance, elle lui raconta tout ce qu'elle savait. Il l'écouta avec attention, l'air grave. Elle eut vite fait. Les portes claquaient et les moteurs tournaient déjà dans le parking en bas quand elle eut terminé. Le producteur garda un moment le silence, le regard perdu. Puis ses yeux revinrent sur elle. « Il a dû faire une sorte de dépression nerveuse ?» Audra secoua la tête.
Non, ce n'était pas ça. Il n'était pas comme ça. Elle avala sa salive et ajouta « Peut-être aurais-je dû être là ?» Freddy eut un sourire torve. « Tu devrais savoir que les adultes se sentent rarement obligés d'honorer des promesses faites lorsqu'ils étaient enfants. Tu as lu les bouquins de Bill. Tu sais combien il y parle souvent de l'enfance et qu'il le fait rudement bien, avec beaucoup de justesse. L'idée qu'il aurait pu oublier tout ce qui lui est arrivé alors est absurde. » « Mais les cicatrices sur ses mains, jamais je ne les avais vues avant ce matin. »« Oh, foutaise, tu ne les avais tout simplement jamais remarquées. » Elle eut un haussement d'épaule d'impuissance. « Non, je les aurais vues. » Elle se rendait compte qu'il ne la croyait pas. « Et qu'est-ce qu'on va faire ?» lui demanda Freddy. Elle ne put que secouer la tête. Il alluma une autre cigarette sur le mégot de la précédente. « Je peux me rabibocher avec le représentant syndical, peut-être. Pour l'instant, il préférerait me voir crever que de me donner un seul cascadeur. J'enverrai Teddy Rowland faire le siège de son bureau. Teddy est un empaffé, mais il pourrait faire descendre un oiseau d'un arbre rien qu'en lui parlant. Mais après, il nous reste 4 semaines de tournage, et voilà que ton homme a filé au Massachusetts. Non, c'est dans le Maine. Oh, peu importe, fit-il avec un geste de la main. Et comment vas-tu t'en sortir sans lui ? Je t'aime bien, Audra, la coupa-t-il en se penchant en avant. Vraiment ? Et j'aime aussi beaucoup Bill, même en dépit de tout ce bordel. Je crois qu'on peut s'en tirer. S'il faut remanier le script, je suis capable de le remanier. J'en ai rapetassé plus d'un dans le temps, crois-moi. S'il n'aime pas mon boulot, il ne pourra s'en prendre qu'à lui. Je peux m'en tirer sans Bill, mais pas sans toi. Je ne peux pas te laisser courir après ton bonhomme aux États-Unis, et il faut en plus que tu sortes tes tripes pour ce film. Le pourras-tu ? Je ne sais pas, répondit-elle. Moi non plus. Je voudrais cependant que tu réfléchisses à ça. On peut arranger tout ça sans faire de vagues, peut-être même jusqu'à la fin du tournage, si tu tiens le coup comme un brave petit soldat et fais ton boulot. Mais si tu pars, des vagues, il y en aura. Je peux être chiant, mais je ne suis pas vindicatif de nature, et je ne vais pas te raconter que plus jamais tu ne trouveras un bon rôle si tu files maintenant. Mais tu dois savoir que c'est finalement ce qui arrivera si tu te tailles une réputation de fille capricieuse. Je te morigène comme un vieil oncle, je sais. M'en veux-tu ? Non, répondit-elle, apathique. En vérité, peu lui importait. Elle ne pouvait penser qu'à une chose, Bill. Freddy était bien gentil, mais il ne comprenait pas. En dernière analyse, gentil ou pas, il n'y avait qu'une chose qui le préoccupait, le sort de son film. Il n'avait pas vu ce regard dans les yeux de Bill, il ne l'avait pas entendu bégayer. « Bon, dit-il, il se leva. « Allons faire un tour au Hare and Hounds. Un verre ne nous fera pas de mal. » Elle secoua la tête. « Oh non, c'est la dernière chose dont j'ai besoin. Je vais chez moi réfléchir à tout ça. »« Ok, je fais finir une voiture. »« Non, j'irai en train. » Il la regarda fixement, une main sur le téléphone. « À mon avis, tu as l'intention de lui courir après. Je me permets de te signaler que c'est une grave erreur, ma chère enfant. Il a un grain, je veux bien, mais dans le fond, c'est un gars solide. Il va se reprendre et il reviendra quand ça ira mieux. S'il avait voulu que tu viennes, il te l'aurait dit. Je n'ai encore rien décidé. » Mais elle mentait. En fait, sa décision était prise avant même que la voiture ne soit venue la chercher le matin. « Prends soin de toi, ma chérie, dit Freddy. Ne fais rien que tu puisses regretter plus tard. » Elle sentit la puissance de sa personnalité peser de tout son poids sur elle, exigeant qu'elle abandonnât, respectât son contrat, fît son travail, attendit patiemment le retour de Bill, ou sa disparition dans ce trou du passé d'où il avait surgi. Elle s'approcha du producteur et l'embrassa légèrement sur la joue. « À bientôt, Freddy. » Elle retourna chez elle et appela la British Airways. Elle expliqua à l'employé qu'elle désirait gagner une petite ville du Maine du nom de Derry, si c'était possible. Il y eut un silence, le temps que la femme consulte son terminal, puis arriva la nouvelle comme un signe venu du ciel. Le vol BA numéro 23 s'arrêtait à Bangor, à 80 km de Derry. « Dois-je vous réserver une place, madame ?» Audra ferma les yeux et revit le visage buriné à l'expression sérieuse mais fondamentalement sympathique de Freddy. « Prends soin de toi, ma chérie. Ne fais rien que tu puisses regretter plus tard. » Freddy ne voulait pas la laisser partir. Bill n'avait pas voulu d'elle. Pourquoi donc quelque chose dans son cœur lui criait-il qu'il fallait partir ? « Seigneur, je suis tellement perdu. »« Allô ? Vous êtes toujours en ligne, madame ? » Oui, réservez-la moi, s'il vous plaît, dit Audra, prise d'une dernière hésitation. Peut-être devrait-elle se reposer et mettre un peu de distance entre elle-même et toute cette histoire de fou. Elle se mit à fouiller dans son sac à la recherche de sa carte de crédit. « Pour demain matin, en première classe, s'il vous en reste, sinon n'importe quoi. Et si je change d'avis, je peux annuler, c'est sans doute ce que je ferai. J'aurai retrouvé mes esprits quand je me réveillerai et tout sera clair. »
Mais le lendemain matin, tout était toujours aussi embrouillé, et son cœur lui commandait plus que jamais de partir. Son sommeil n'avait été qu'une suite ininterrompue de cauchemars. Elle avait alors appelé Freddy, avec l'impression qu'elle lui devait bien ça. Elle n'eut pas le temps d'en dire long. Elle essaya maladroitement de lui expliquer combien elle en était sûre. Bill devait avoir besoin d'elle, car le clic d'un téléphone qu'on raccroche lui parvint tout de suite de l'autre bout de la ligne. Il avait coupé la communication sans ajouter un mot à son bonjour initial. D'une certaine manière, ce petit clic disait tout ce qu'il y avait à dire. L'avion atterrit à Bangor à 7h09, heure locale. Audra fut la seule passagère à débarquer, et les autres la regardèrent avec une sorte de curiosité songeuse, se demandant qui pouvait bien avoir affaire dans ce trou perdu. Audra eut envie de leur crier « Je cherche mon mari, c'est tout. Il est revenu dans une petite ville proche d'ici, car l'un de ses copains d'école lui a passé un coup de fil et lui a rappelé une promesse qu'il avait complètement oubliée. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas pensé une seule fois en 27 ans à son frère mort. Et oui, et il s'est remis à bégayer, et des cicatrices blanches marrantes sont apparues dans ses mains. Après quoi, se dit-elle, les douaniers ne tarderaient pas à faire venir dardard les hommes en blouse blanche. Elle alla prendre son unique valise, qui avait l'air bien seule sur le carrousel, et s'approcha des comptoirs de location de voitures, comme Tom Rogan allait le faire une heure plus tard. Mais elle eut plus de chance que lui et trouva une Datsun chez National Car Rental. L'hôtesse remplit le contrat et Audra le signa. « Il me semblait bien que c'était vous, fit timidement la jeune fille. Pourrais-je avoir un autographe ?» Audra le lui donna au dos d'un formulaire et pensa « Profites-en pendant que tu peux, ma fille. Si Freddy Firestone a raison, elle ne vaudra pas un clou dans 5 ans, cette signature. » Non sans un sentiment d'amusement, elle remarqua qu'elle n'était pas depuis une heure sur le sol américain, que déjà elle pensait de nouveau en américaine. Elle se procura une carte routière, et la jeune fille qui pouvait à peine parler, victime du syndrome de la star, réussit à lui indiquer l'itinéraire pour rejoindre Derry. 10 minutes plus tard, elle était sur la route, obligée de faire un effort à chaque carrefour pour ne pas rouler à gauche. Il s'agissait de ne pas se faire virer de la chaussée. Et tout en conduisant, elle se rendit compte qu'elle n'avait jamais éprouvé une telle peur de sa vie. Par l'un de ces étranges caprices du destin, ou l'une de ces coïncidences qui se produisent parfois, et qui en vérité se produisent plus souvent à Derry qu'ailleurs, Tom avait pris une chambre au Koala Inn, sur Outer Jackson Street, et Audra au Holiday Inn. Les deux établissements étaient côte à côte, et un simple trottoir surélevé séparait les deux parkings. La Datsun de location d'Audra et la Ford LTD de Tom se retrouvèrent garés nez à nez, uniquement séparés par ce trottoir. Tous deux dormaient à présent. Audra sur le côté, silencieuse, et Tom sur le dos, ronflant tellement fort qu'il faisait claquer ses lèvres tuméfiées. Henry passa ce jour-là à se cacher dans les fourrés qui longeaient la route numéro 9. Par moments, il dormait. À d'autres, il regardait passer les voitures de police qui patrouillaient comme des chiens de garde. Pendant que les ratés déjeunaient, Henry entendit des voix lui parler de la lune. Et lorsque la nuit tomba, il sortit des buissons et tendit le pouce. Au bout d'un moment, un pauvre inconscient s'arrêta et l'embarqua.